Bonjour, bienvenue sur la Bonne Morgane. J'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu le soleil dans les yeux, alors ça va être difficile pour moi de vous regarder, mais ça n'est pas très grave parce que je suis là pour la suite d'Anna Karénine, Tolstoï. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Merci. Chapitre 6. Quand Oblonsky lui avait demandé pourquoi au juste il était venu à Moscou, Lévin avait rougi et s'en voulait d'avoir rougi car vraiment, bien que son voyage n'eût pas d'autre motif, pouvait-il répondre « Je suis venu demander ta belle-sœur en mariage ?» Les familles Lévin et Sterbatsky, deux vieilles maisons nobles de Moscou, avaient toujours entretenu d'excellents rapports, qui se firent encore plus étroits à l'époque où Lévin et le jeune prince Sterbatsky, frères de Dolly et de Kitty, suivirent ensemble les cours préparatoires à l'université, puis ceux de cette docte institution. Dans ce temps-là, Lévin, qui fréquentait assidûment la maison Sterbatsky, s'éprit de la dite maison. Oui, si étrange que cela puisse paraître, Konstantin Lévin était amoureux de la maison, de la famille et spécialement de l'élément féminin de la famille Sterbatsky. Comme il avait perdu sa mère trop tôt pour se la rappeler et que son unique sœur était plus âgée que lui, ce fut dans cette maison qu'il s'initia aux mœurs honnêtes et cultivées de notre vieille noblesse et retrouva le milieu dont l'avait privé la mort de ses parents. Il voyait tous les membres de cette famille à travers une gaze poétique et mystérieuse. Non seulement il ne leur découvrait aucun défaut, mais il leur supposait encore les sentiments les plus élevés, les perfections les plus idéales. Pourquoi ces trois jeunes personnes devaient-elles parler de deux jours l'un français et anglais? Pourquoi leur fallait-il, à heure fixe et à tour de rôle, taquiner un piano dont les sons montaient jusqu'à la chambre de leur frère où travaillaient les étudiants? Pourquoi des professeurs de littérature française, de musique, de dessin, de danse se succédaient-ils auprès d'elles? Pourquoi à certaines heures de la journée, les trois jeunes filles accompagnées de mademoiselle Linon se rendaient-elles en calèche au boulevard de Tver? Puis, sous la garde d'un valet de pied, cocarde d'or au château, se promenaient le long de ce boulevard dans leurs pelisses de satin, dont l'une, celle de Dolly, était longue, l'autre, celle de Nathalie, demi-longue, la troisième, celle de Kitty, si courte qu'elle faisait ressortir ses petites jambes bien faites, moulées dans des bas rouges. Toutes ces choses et beaucoup d'autres lui demeuraient incompréhensibles. Néanmoins, ce qui se passait dans ce monde mystérieux ne pouvait qu'être parfait. Cela, il le savait, et c'est justement cette atmosphère de mystère qui l'avait captivé. Pendant ses années d'études, il faillit s'éprendre de Dolly, l'aînée. Quand on l'eut marié à Oblonsky, il rejeta son affection sur la cadette. Il éprouvait l'obligation confuse d'aimer l'une des trois sans savoir au juste laquelle. Mais Nathalie eut à peine fait son entrée dans le monde qu'elle épousa un diplomate nommé Voff. Kitty n'était qu'une enfant quand Lévin quitta l'université. Peu après son admission dans la marine, le jeune Sterbatsky se noya dans la mer Baltique et les relations de Lévin avec sa famille se firent plus rares en dépit de l'amitié qui le liait à Oblonsky. Mais quand, au commencement du présent hiver, il avait revu à Moscou les Sterbatsky, après toute une année passée à la campagne, il avait compris laquelle des trois sœurs lui était destinée. Rien de plus simple en apparence que de demander la main de la jeune princesse Sterbatsky. Un homme de 32 ans, de bonne famille, de fortune convenable, avait toute chance d'être accueilli comme un beau parti. Mais Lévin était amoureux. Il voyait en Kitty un être supraterrestre, souverainement parfait, et lui-même, au contraire, un individu fort bas et fort terre-à-terre. Il n'admettait donc pas qu'on pût, elle encore moins que les autres, le juger digne de cette perfection. Après avoir passé à Moscou 2 mois qui lui parurent un rêve, rencontrant tous les jours Kitty dans le monde qu'il s'était mis à fréquenter pour la voir, il avait soudain jugé ce mariage impossible et repris sur le champ le chemin de ses terres.
Levin s'était convaincu qu'aux yeux des parents, il n'était pas un parti digne de leur fille et que l'exquise Kitty elle-même ne pourrait jamais l'aimer. Aux yeux des parents, il n'avait aucune occupation bien définie, aucune position dans le monde. Tel de ses camarades était déjà colonel et aide de camp de Sa Majesté, tel autre professeur, celui-ci directeur de banque ou de chemin de fer, celui-là occupait comme Oblonsky un poste élevé dans l'administration. Quant à lui, on devait certainement le tenir pour un hobereau féru d'élevage, de bâtisse, de chasse à la bécasse, c'est-à-dire pour un raté s'adonnant aux occupations ordinaires des ratés. L'exquise, la mystérieuse Kitty n'aimerait jamais un homme aussi laid, aussi simple, aussi peu brillant que celui qu'il croyait être. Ses relations de vieille date avec la jeune fille, qui, en raison de son ancienne camaraderie avec le frère aîné, était celle d'un homme mûr avec une enfant, lui semblaient un obstacle de plus. On pouvait bien, pensait-il, avoir quelque amitié pour un brave garçon comme lui, en dépit de sa laideur, mais seul un être beau et doué de qualités supérieures était capable de se faire aimer d'un amour semblable à celui qu'il éprouvait pour Kitty. Il avait bien entendu dire que les femmes s'éprennent souvent d'hommes laids et médiocres, mais il n'en croyait rien, car il jugeait les autres, d'après lui-même, qui ne s'enflammaient que pour de belles, de poétiques, de sublimes créatures. Cependant, après 2 mois passés dans la solitude, il se convainquit que le sentiment qui l'absorbait tout entier ne ressemblait en rien aux engouements de sa prime jeunesse, qu'il ne pourrait vivre sans résoudre cette grave question. Serait-elle, oui ou non, sa femme ? Enfin, qu'il s'était fait des idées noires, rien ne prouvant après tout qu'il serait refusé. Il partit donc pour Moscou avec la ferme intention de faire sa demande et de se marier si elle était agréée. Sinon, il ne pouvait se représenter les conséquences d'un refus. Chapitre 7. Arrivé à Moscou par le train du matin, Levin s'était fait conduire chez son demi-frère utérin dans l'intention de lui exposer tout de go le motif de son voyage et de lui demander conseil comme à son aîné. Sa toilette faite, il pénétra dans le bureau de Kosnichev, mais ne le trouva pas seul. Un célèbre professeur de philosophie était venu tout exprès de Kharkov pour éclaircir un malentendu qui s'était élevé entre eux au sujet d'un très grave problème. Le professeur faisait une guerre acharnée aux matérialistes. Serge Kosnichev, qui suivait avec intérêt sa polémique, lui avait à propos de son dernier article adressé quelques objections. Il lui reprochait de se montrer trop conciliant. Il s'agissait d'une question à la mode. Existe-t-il dans l'activité humaine une limite entre les phénomènes psychiques et les phénomènes physiologiques et où se trouve cette limite ? Serge Ivanovitch accueillit son frère avec le sourire froidement aimable qu'il accordait à tout le monde. Et après l'avoir présenté à son interlocuteur, il continua l'entretien. Le philosophe, un petit homme à lunettes, au front étroit, s'arrêta un moment pour répondre au salut de Levin, puis sans plus lui accorder d'attention, reprit le fil de son discours. Levin s'assit, attendant le départ du bonhomme, mais bientôt le sujet de la discussion l'intéressa. Il avait lu dans les revues les articles dont on parlait. Il y avait pris l'intérêt général qu'un ancien étudiant en sciences naturelles peut prendre au développement de ces sciences, mais jamais il n'avait fait de rapprochement entre les conclusions de la science sur les origines de l'homme, sur les réflexes, la biologie, la sociologie, et les questions qui depuis quelque temps le préoccupaient de plus en plus, à savoir le sens de la vie et celui de la mort. Il remarqua, en suivant la conversation, que les deux interlocuteurs établissaient un certain lien entre les questions scientifiques et les questions psychiques. Maintes fois même, il lui sembla qu'ils allaient aborder ce sujet, selon lui, capital. Mais aussitôt qu'ils s'y approchaient, ils s'en éloignaient brusquement pour s'enfoncer dans toutes sortes de divisions, subdivisions, restrictions, citations, allusions, renvois aux autorités, et c'est à peine s'ils les comprenaient. « Je ne puis, disait Serge Ivanovitch dans son langage clair, précis, élégant, je ne puis en aucun cas admettre avec Case que toute ma représentation du monde extérieur provienne de mes impressions. La conception fondamentale de l'être ne m'est pas venue par la sensation, car il n'existe pas d'organe spécial pour la transmission de cette conception. Oui, mais Vers, Knost et Pripassov vous répondront que la conscience que vous avez de l'être découle de l'ensemble des sensations. Vers affirme même que sans la sensation, la conscience de l'être n'existe pas.
Je prétends au contraire, voulut répliquer Serge Ivanovitch. Mais à ce moment, Lévin, croyant une fois de plus qu'ils allaient s'éloigner du point capital, se décida à poser au professeur la question suivante. Dans ce cas, si mes sens n'existent pas, si mon corps est mort, il n'y a pas d'existence possible. Le professeur, plein de dépit et comme blessé de cette interruption, dévisagea ce questionnaire plus semblable à un rustre qu'à un philosophe et reporta sur Serge Ivanovitch un regard qui semblait dire « Pareille question vaut-elle une réponse ?» Mais Serge Ivanovitch n'était pas à beaucoup près aussi exclusif, aussi passionné que le professeur. Il avait l'esprit assez large pour pouvoir, tout en discutant avec lui, comprendre le point de vue simple et naturel qui avait suggéré la question. Il répondit donc en souriant « Nous n'avons pas encore le droit de résoudre ce problème. » « Nous manquons de données, confirma le professeur, qui enfourcha aussitôt son dada. « Non, je démontre que si le fondement de la sensation est l'impression, comme le dit nettement Pripassov, nous devons cependant les distinguer rigoureusement. » Lévin ne l'écoutait déjà plus et n'attendait que son départ. Chapitre 8. Le professeur enfin parti, Serge Ivanovitch se tourna vers son frère. « Je suis content de te voir. Vas-tu nous rester longtemps? Comment vont nos affaires ?» Koznitchev s'intéressait fort peu aux travaux des champs et n'avait posé cette question que par condescendance. Lévin, qui ne l'ignorait point, se borna donc à quelques indications sur les rentrées et la vente du blé. Il était venu à Moscou dans l'intention formelle de consulter son frère sur ses projets de mariage. Mais, après l'avoir entendu discuter tout d'abord avec le professeur et lui poser ensuite sur un ton volontairement protecteur cette banale question d'intérêt, il possédait indivice le domaine de leur mère et Lévin gérait les deux parts. Il ne se sentit plus la force de parler, comprenant vaguement que son frère ne verrait pas les choses comme il aurait souhaité qu'il les vît. « Et que devient votre Zemstvo ?» demanda Serge, qui prenait grand intérêt à ces assemblées et leur attribuait une énorme importance. « Je n'en sais rien. Je n'en sais, ma foi, rien. »« Comment ? N'es-tu pas membre de la commission exécutive ? » ?»« Non, j'ai donné ma démission et n'assiste même plus aux sessions. »« Ah, c'est dommage, Serge en fronçant le sourcil. Pour se disculper, Lévin voulut raconter ce qui se passait durant ces assemblées, mais son frère eut au fait de l'interrompre. Il en va toujours de même avec nous autres, Russes. Peut-être est-ce un bon trait de notre nature que cette faculté de constater nos défauts, mais nous l'exagérons, nous nous complaisons dans l'ironie qui jamais ne fait défaut à notre langue. Laisse-moi te dire que si l'on accordait nos privilèges, j'entends notre self-government local, à quelque autre nation de l'Europe, l'Allemagne ou l'Angleterre par exemple, elle saurait en extraire la liberté. Mais nous en faisons un objet de plaisanterie. « Que veux-tu que j'y fasse ?» répondit Lévin d'un ton contrit. « C'était ma dernière expérience. J'y ai mis en vain toute mon âme, je suis décidément incapable. »« Mais non, rétorqua Serge, seulement tu n'envisages pas les choses comme il le faudrait. »« C'est possible, concéda Lévin accablé. »« À propos, sais-tu que Nicolas est de nouveau ici ?» Nicolas Lévin, frère aîné de Constantine et frère utérin de Serge Ivanovitch, était un dévoyé. Il avait mangé la plus grande partie de sa fortune et, brouillé avec sa famille, vivait maintenant en fort mauvaise et fort étrange compagnie. « Que dis-tu là ?» s'écria Lévin effrayé. « Comment le sais-tu ? Procope l'a rencontré dans la rue. Ici à Moscou ? Tu sais où il habite ?» Et Lévin se leva précipitamment, prêt à se mettre sur le champ à la recherche de son frère. « Je regrette de t'avoir dit cela, » reprit Serge à qui l'émoi de son cadet fit hocher la tête. « Je l'ai fait rechercher et quand son adresse m'a été connue, je lui ai envoyé sa lettre de change qu'il avait signée à Troubine et dont j'ai bien voulu faire les frais. Voici ce qu'il m'a répondu. » Et Serge tendit à son frère un billet qu'il prit sous un presse-papier. Lévin déchiffra sans peine ce griffonnage qui lui était familier. « Je prie humblement mes chers frères de me laisser en paix. C'est tout ce que je leur demande. Nicolas Lévin. » Planté devant Serge, Lévin n'osait ni lever la tête, ni lâcher le billet. Au désir d'oublier son malheureux frère s'opposait en lui le sentiment de la mauvaise action qu'il commettait. « Il veut évidemment m'offenser, reprit Serge, mais il n'y réussira pas. Je voudrais de tout cœur lui venir en aide, mais je sais, hélas, que cela n'est pas possible. »« Oui, oui, dit Lévin. Je comprends et j'apprécie ta conduite envers lui, mais il faut pourtant que j'aille le voir. Si cela te fait plaisir, vas-y, mais je ne saurais te le conseiller. Je ne crains certes pas qu'il te brouille avec moi. Néanmoins, mieux vaudrait pour toi n'y point aller. Il n'y a rien à faire. Au reste, agis comme bon te semble. »
Peut-être n'y a-t-il vraiment rien à faire, mais que veux-tu? Je sens que je n'aurai pas la conscience tranquille en ce moment surtout. Mais cela, c'est une autre histoire. Je ne te comprends pas, répliqua Serge. Mais à coup sûr, il y a là pour une leçon d'humilité. Il y a là pour nous une leçon d'humilité. Depuis que Nicolas est devenu ce qu'il est, je considère avec d'autres yeux et plus d'indulgence ce qu'on est convenu d'appeler une vilainie. Tu sais ce qu'il a fait? Ah, c'est affreux. Affreux, répondit Lévin. Après avoir demandé aux domestiques de Serge l'adresse de leur frère, Lévin se mit en route pour aller le voir. Mais il changea soudain d'idée et résolut d'ajourner sa visite jusqu'au soir. Il comprit que pour retrouver son calme, il lui fallait avant tout terminer l'affaire qui l'avait amené à Moscou. Il se fit donc conduire d'abord au bureau d'Oblonsky pour s'informer des Sterbatsky, puis à l'endroit où, selon son ami, il avait quelques chances de rencontrer Kitty. Chapitre 9. À 4 heures précises, Lévin, le cœur battant, descendit de fiacre à la porte du jardin zoologique et suivit l'allée qui menait à la patinoire. Il était sûr de la trouver en ce lieu, car il avait aperçu près de l'entrée la voiture des Sterbatsky. Il faisait un beau temps de gel. À la porte du jardin s'alignaient des voitures de maître, des traîneaux, des fiacres, des sergents de ville. Un public de choix, dont les chapeaux étincelaient au soleil, encombrait l'entrée et les sentiers frayés entre les pavillons de style russe à ornements découpés. Les vieux bouleaux du jardin, aux branches chargées de neige, semblaient revêtus de chasubles neuves et solennelles. Tout en suivant le chemin de la patinoire, Lévin se disait à lui-même « Tu calmes, mon ami, tu calmes. Qu'as-tu à t'agiter ainsi? Tais-toi donc, voyons. » Ces derniers mots s'adressaient à son cœur. Mais plus il tâchait de se calmer, plus l'émoi le gagnait et lui coupait la respiration. Une personne de connaissance l'appela au passage, il ne la reconnut même pas. Il arriva près des montagnes de glace, d'où les traîneaux se précipitaient avec fracas pour remonter à l'aide de chaînes dans un cliquetis de ferraille. Des voix joyeuses s'élevaient parmi ce tumulte. Au bout de quelques pas, il se trouva devant la patinoire et parmi tant d'admirateurs, il la reconnut bien vite. La joie et la terreur qui envahirent son cœur lui révélèrent immédiatement sa présence. Elle conversait avec une dame à l'autre bout de la patinoire. Rien, ni dans sa toilette, ni dans sa pose, ne la distinguait de son entourage. Pour Lévin, cependant, elle ressortait de la foule comme une rose d'un bouquet d'orties. Elle était le sourire qui illumine tout autour de soi. « Oserais-je vraiment descendre sur la glace et m'approcher d'elle ?» se dit-il. L'endroit où elle se tenait lui parut un sanctuaire inaccessible. Un moment même, il eut si peur qu'il faillit rebrousser chemin. Faisant un effort sur lui-même, il finit pourtant par se convaincre qu'elle était entourée de gens de toute espèce et qu'il avait bien le droit de prendre part lui aussi au patinage. Il descendit donc sur la glace, évitant de la regarder en face, comme le soleil. Mais de même que le soleil, il n'avait pas besoin de la regarder pour la voir. C'était le jour et l'heure où les gens d'un certain monde se donnaient rendez-vous à la patinoire. Il y avait là des virtuoses qui faisaient parade de leur talent et des débutants qui abritaient derrière des chaises leurs premiers pas gauches et mal assurés. Et aussi de très jeunes gens et de vieux messieurs s'adonnant par hygiène à cet exercice. Comme ils tournaient autour d'elle, tous parurent à Lévin des privilégiés du sort. Ils la poursuivaient, la dépassaient, l'interpellaient, même avec une complète indifférence. Il suffisait à leur bonheur que la glace fût bonne et le temps splendide. Nicolas Sterbatsky, un cousin de Kitty, veston court, culotte collante et patins aux pieds, se reposait sur un banc quand il aperçut Lévin. « Tiens !» s'écria-t-il, « le voilà donc, le premier patineur de la Russie. Quand êtes-vous arrivé? La glace est excellente, mettez vite vos patins. »« Mes patins ? Mais je ne les ai même pas, répondit Lévin, étonné que l'on pût parler avec cette audace et cette liberté d'esprit en présence de Kitty, qu'il ne perdait point de vue tout en se gardant bien de lever les yeux de son côté. Il sentait l'approche du soleil. Du coin où elle se tenait, elle se lança dans sa direction, les pieds mal assurés dans de hautes bottines et ne paraissant pas très à son aise. Un gamin en costume russe qui s'en donnait à cœur joie, jouant des bras et courbant la taille, cherchait à la dépasser. Sa course manquait d'assurance, ses mains avaient quitté le petit manchon suspendu à son cou par un cordon et se tenaient prêtes à parer une chute possible. Elle souriait et ce sourire était autant un défi à sa peur
qu'un salut à Lévin qu'elle venait de reconnaître. Quand elle fut hors d'un tournant périlleux, elle se donna de l'élan d'un coup de talon nerveux et glissa tout droit jusqu'à Tcherbatsky, au bras duquel elle se retint, tout en adressant à Lévin un signe de tête amical. Jamais dans son imagination, il ne l'avait vue si belle. Il lui suffisait de songer à elle pour se la représenter tout entière, et plus particulièrement sa jolie tête blonde, à l'expression enfantine de candeur et de bonté, élégamment posée sur des épaules déjà magnifiques. Le contraste entre la grâce juvénile de son visage et la beauté féminine de son buste constituait son charme propre. Lévin y était fort sensible. Mais ce qui, par son caractère d'imprévu, le frappait toujours le plus en elle, c'était le sourire exquis qui, joint à la douce sérénité du regard, le transportait dans un monde enchanté où il éprouvait le même apaisement languide qu'à certains jours trop rares de sa petite enfance. « Depuis quand êtes-vous ici » dit-elle en lui tendant la main. « Merci » ajouta-t-elle en lui voyant ramasser le mouchoir tombé de son manchon. « Moi ? Mais depuis peu. Hier, c'est-à-dire aujourd'hui, répondit Lévin, si ému qu'il n'avait pas tout d'abord compris la question. Je me proposais d'aller vous voir, reprit-il, mais se rappelant dans quelle intention, il rougit et se troubla. Je ne savais pas que vous patiniez, et si bien. Elle le considéra avec attention, comme pour deviner la cause de son embarras. Votre éloge est précieux. Si j'en crois à la tradition qui s'est conservée ici, vous n'aviez point de rival dans ce sport, dit-elle en secouant de sa petite main gantée de noir les aiguilles de givre tombées sur son manchon. Oui, je m'y suis adonnée autrefois avec passion. Je voulais atteindre la perfection. Il me semble que vous faites tout avec passion, dit-elle en souriant. Je voudrais bien vous voir patiner. Mettez donc des patins, nous patinerons ensemble. Patiner ensemble ? Est-ce possible ? Pensa-t-il en la regardant. Je vais en mettre tout de suite, dit-il, et il s'en fut trouver le loueur de patins. Il y a longtemps qu'on ne vous a vu, monsieur, dit le brave homme en lui tenant le pied pour lui visser le talon. Depuis vous, aucun de ces messieurs ne s'y entend. Est-ce bien comme ça ? Demanda-t-il en serrant la courroie. Ça va, mais dépêchons-nous, répondit Lévin, impuissant à dissimuler la joie qui, malgré lui, illuminait son visage. Voilà donc la vie, voilà donc le bonheur. Ensemble, a-t-elle dit, nous patinerons ensemble. Dois-je lui avouer mon amour ? Non, j'ai peur. Je suis trop heureux en ce moment, au moins en espérance pour risquer. Il le faut pourtant, il le faut. Arrière la faiblesse. Lévin se leva, ôta son pardessus et, après s'être essayé près du pavillon, il s'élança sur la glace unie et glissa sans effort, dirigeant comme à son gré sa course, tantôt rapide, tantôt ralentie. Il s'approcha, non sans anxiété, de Kitty, mais de nouveau son sourire le rassura. Elle lui donna la main et ils patinèrent côte à côte, augmentant peu à peu la vitesse de leur course. Et plus celle-ci se faisait rapide, plus elle lui serrait la main. « Avec vous, j'apprendrai plus vite, lui dit-elle. Je ne sais pourquoi, j'ai confiance en vous. »« J'ai aussi confiance en moi quand vous vous appuyez sur mon bras, répondit-il. Mais aussitôt il rougit, effrayé de son audace. Effectivement, à peine eut-il prononcé ces paroles qu'un nuage couvrit le soleil. Le visage de Kitty se rembrunit, tandis qu'une ride se dessinait sur son front. Lévin n'ignorait pas que ce jeu de physionomie marquait chez elle un effort de la pensée. « Il ne vous arrive rien de désagréable, s'informa-t-il. Du reste, je n'ai pas le droit de vous poser des questions, se hâta-t-il d'ajouter. « Pourquoi cela ?»« Non, il ne m'est rien arrivé, répondit-elle d'un ton froid. « Vous n'avez pas vu mademoiselle Linon ?» demanda-t-elle sans transition. « Pas encore. Allez donc la saluer, elle vous aime tant. » Qu'y a-t-il ? En quoi l'ai-je blessé ? Seigneur, mon Dieu, venez à mon aide !» se dit Lévin tout en courant vers la vieille Française à boucles grises qui l'attendait sur son banc. Elle l'accueillit avec un sourire amical qui découvrit tout son atelier. « Nous grandissons, n'est-ce pas ?» dit-elle en désignant Kitty des yeux, « et nous prenons de l'âge. Tinibert est devenu grand, continua-t-elle en riant. Et elle le fit se souvenir de sa plaisanterie sur les 3 jeunes filles qu'il appelait les 3 oursons du conte anglais. Vous rappelez-vous que vous les nommiez ainsi ? Il l'avait complètement oublié, mais depuis bientôt 10 ans, la vieille demoiselle ressassait cette plaisanterie qui lui tenait au cœur. Eh bien, allez, je ne vous retiens point. N'est-ce pas que notre Kitty commence à bien patiner ? Quand Lévin eut rejoint Kitty, le visage de la jeune fille avait repris sa sérénité et ses yeux, leur expression franche et caressante. Mais il crut percevoir dans son ton affable une note de tranquillité voulue, ce qui le rendit triste.
Après quelques phrases sur la vieille institutrice et ses bizarreries, elle l'interrogea sur sa vie à lui. « Est-il possible que vous ne vous ennuyiez point l'hiver à la campagne ?»« Je n'ai pas le temps de m'ennuyer. J'ai trop à faire, répondit-il, sentant que, tout comme au début de l'hiver, elle avait résolu de lui faire adopter un ton calme, en harmonie avec le sien, et dont désormais il ne saurait plus se départir. « Pensez-vous rester longtemps à Moscou ?» reprit-elle. « Je ne sais pas. » répondit-il sans penser à ce qu'il disait. L'idée de retomber dans un ton froidement amical et de retourner chez lui sans avoir rien décidé, le poussa à la révolte. « Comment, vous ne le savez pas ?»« Non, cela dépendra de vous, dit-il aussitôt effrayé de ses propres paroles. Les entendit-elle ou ne voulut-elle pas les entendre ? Toujours est-il qu'elle sembla faire un faux pas, tapa 2 fois du pied et s'éloigna de lui. Arrivée près de mademoiselle Linon, elle lui dit quelques mots et gagna la maisonnette où les dames ôtaient leurs patins. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Seigneur, inspirez-moi, guidez-moi » priait mentalement Lévine tout en décrivant toutes sortes de huit car il éprouvait le besoin de se donner beaucoup de mouvements. À ce moment-là, un jeune homme, le plus fort des patineurs de la nouvelle école, sortit du café, ses patins aux pieds et la cigarette aux lèvres, et prenant son élan, il dégringola avec fracas l'escalier en sautillant de marche en marche, puis continua sa course sur la glace, sans même rectifier la position de ses bras. « Ah, c'est un nouveau truc, dit Lévine, qui escalada aussitôt la hauteur pour l'exécuter à son tour. « N'allez pas vous faire de mal, il faut de l'habitude, lui cria Nicolas Tcherbatsky. Lévine grimpa l'escalier, se donna le plus de champ possible et se laissa aller en maintenant son équilibre à l'aide de ses mains. À la dernière marche, il s'accrocha mais se rétablit d'un mouvement brusque et gagna le large en riant. Quel charmant garçon, songeait au même moment Kitty qui sortait du pavillon en compagnie de mademoiselle Linon. Il le regardait avec le sourire caressant que l'on a pour un frère bien-aimé. Ai-je vraiment mal agi ? On prétend que c'est de la coquetterie. Je sais que ce n'est pas lui que j'aime, mais je n'en ai pas moins beaucoup de plaisir en sa compagnie. C'est un si brave cœur. Seulement pourquoi m'a-t-il dit cela ? Voyant Kitty partir avec sa mère qui était venue la chercher, Lévine, tout rouge après l'exercice violent qu'il venait de se donner, s'arrêta et réfléchit. Il ôta ses patins et rejoignit ses dames à la sortie. « Très heureuse de vous voir, dit la princesse. Nous recevons, comme toujours, le jeudi. Aujourd'hui, par conséquent. Nous serons enchantés de vous voir, répondit-elle d'un ton sec qui affligea Kitty. Désireuse d'adoucir l'effet produit par la froideur de sa mère, elle se retourna vers Lévine et lui dit en souriant « Au revoir !» À ce moment-là, Stéphane Arcadievitch, le chapeau planté de guingois, les pommerettes luisantes et le regard émoustillé, pénétrait en vainqueur dans le jardin. Mais, à la vue de sa belle-mère, il se donna un air triste et contrit pour répondre aux questions qu'elle lui posa sur la santé de Dolly. Après cet entretien à voix basse et affligée, il se redressa et prit le bras de Lévine. « Eh bien, partons-nous ? Je n'ai fait que songer à toi et je suis très, très content de ta venue, dit-il en le regardant dans les yeux d'un air significatif. « Partons, partons, répondit l'heureux Lévine qui ne cessait d'entendre le son de cette voix lui disant « Au revoir » et de se représenter le sourire qui accompagnait ces mots. « Où allons-nous ? À l'hôtel d'Angleterre ou à l'Ermitage ? Peu m'importe. » « À l'hôtel d'Angleterre alors, dit Stéphane Arcadievitch qui se décida pour ce restaurant parce que, y devant plus d'argent qu'à l'Ermitage, il trouvait indécent de l'éviter. « Tu as un fiacre ? Tant mieux, car j'ai renvoyé ma voiture. » Pendant tout le trajet, les deux amis gardèrent le silence. Lévine cherchait à interpréter le changement survenu dans la physionomie de Kitty. Il flottait entre l'espérance et le découragement, mais se sentait malgré tout un autre homme, bien différent de celui qui avait existé avant le sourire et le fatidique au revoir. Cependant, Stéphane Arcadievitch composait le menu. « Tu aimes le turbo, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à Lévine au moment où ils arrivaient. « Tu dis ? Le turbo ? Oui, j'adore le turbo. » Et je vais m'arrêter là pour cette lecture. Tant pis, je l'ai dit, je le fais. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ouvre le théâtre. Gigantesque déjà, mais indécise encore. La salle est vide encore d'esprit. Les portes claquent. Des lampes au plafond brûlent distraitement. Le lustre se réchauffe à peine.
Les murmures éparpillés ne se fondent pas en rumeurs. Les femmes qui s'assoient et quittent leur fourrure pensent et respirent toujours comme dehors. Une enveloppe d'air froide et frêle persiste autour d'elles. Leur peau n'a pas senti encore l'atmosphère commune où s'abreuvent les bouches, et leur âme est restée en route près des portes. Des strapontins grincent. On entre. Un enfant tousse. Puis les bruits isolés s'accordent, se pénètrent. Une même tiédeur résume tous les souffles. Les parfums ne sont plus séparés des relents, et les bruits, les odeurs, les moiteurs, les haleines s'unissent pour remplir l'espace illuminé. Le rideau monte. Dans un brusque apaisement, l'âme totale se recueille avant de naître. Des paroles soudain résonnent. Elle est née. Des mots, comme les frissons d'un corps au réveil, ondulent, inondant l'air chaud qui s'abandonne à la jouissance de leurs caresses fines. Une clapote se brise contre les poitrines et malgré le tissu des robes égoïstes jette un poudroiement de pensées irisées et de l'écume ardente au cœur qui s'abandonne. Les têtes, tous les sens, toute la chair des hommes sont tournés à la fois vers la scène où l'on parle et leurs regards, ruisseaux innombrables, confluent. Ils sont là pour entendre et voir la même chose. Les membres et les nerfs et les muscles de tous travaillent à forger la grande joie unique. Et l'individuel se dissout. Nul ne pense au petit brin de chair et d'âme qu'il était. Piétinant sa douleur, son désir et sa haine, sa personne éphémère et son vouloir infime, chaque homme prend l'essor et monte hors de soi. L'air de la salle est saturé d'âmes fondues. L'air de la salle est une vie intérieure. La salle existe. Elle vivra 2 ou 3 heures. Et ce qu'elle connaît clairement d'elle-même, ce qu'elle écoute au fond de soi, ce qu'elle acclame, ce qui mourra tantôt, avant l'aurore, avant que les bateaux du fleuve exaltent leurs sirènes, c'est une voix dans un décor. Quand la voix est un gémissement, le théâtre se croit triste soudain et désire pleurer. L'air devient tendre car des larmes s'évaporent. Quand la voix, amoureuse, alanguit ses paroles, toutes les lèvres s'amollissent et s'entr'ouvrent pour baiser doucement l'air qui semble une lèvre. Parfois des coups subits d'enthousiasme soufflent, qui rebroussent les rangs de bustes inclinés. Le théâtre frémit dans son cœur nouveau-né. Joyeux d'être une vie et d'avoir un seul rythme, battant des mains, cognant les cannes au parquet, trépignant, secouant ses âmes en bouquet d'où les cris se détachent comme des pétales, le théâtre applaudit sa pensée triomphale. Ceux qui vont dans la rue et ceux qui s'emprisonnent avec le feu du poêle et le tic-tac de l'heure, la porte close, le rideau sur la fenêtre, sont libres presque et sont encore une personne. Ici, entre les murs qui compriment la foule, la ville semble plus présente et plus réelle. Ailleurs, sa conscience est une nébuleuse sans contour, une chose vague, détendue, qu'une fluorescence indique dans le noir. Mais au théâtre, elle s'agglomère en soleil. Globe immatériel d'un point et d'un instant, centre et total resplendissant de la pénombre. Or, on entend déjà qu'avec de durs soupirs, la vague humanité force pour être une âme. Et, plus loin que la ville et que l'humanité, l'univers, qui ne sent presque pas ces mondes de gravité, mais que fait tressaillir en tremblement d'éther l'espoir de la vie unanime, l'univers, raidissant les tendons de sa chair pour que, d'abord imperceptible, goutte à goutte, la conscience y perle en sueur lumineuse, et bousculant les astres, boule contre boule, pour que leur frottement devienne de l'esprit, à la hâte, sans le savoir, dans l'infini, l'univers veut être réel comme la foule dans le théâtre. Jules Romain, La vie unanime. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette lecture. Pardon, je suis toute
Je n'ai pas les mots, comme d'habitude. Waouh. Pardon. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous n'avez pas entendu trop de bruit parasites. Alors, je ne parle pas des oiseaux et d'autres animaux, insectes, etc. Mais plutôt des passages de voitures ou de tracteurs. Voilà. C'est l'automne et pourtant j'ai cru que je me suis trop couverte, alors je me suis trop découverte aussi, mais voilà, c'est comme ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci encore et prenez soin de vous.